le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Il y a plusieurs constructeurs qui sont en train de faire le pivot dans le segment des VUS de luxe intermédiaire. Porsche a annoncé tout récemment l'arrivée d'un Cayenne 100% électrique. Genesis commence à prendre sa place aussi avec le GV80, la version coupée, tout ça. Les Allemands n'ont pas le choix de réagir. Et un de ceux qui va amener une nouvelle génération dans ce segment-là, c'est BMW avec le X5 que tu es allé conduire, mais en version prototype. Exact, oui. C'était des versions prototypes, pas tout à fait terminées esthétiquement. On n'a pas dévoilé le look du véhicule, mais c'était des prototypes qui étaient, somme toute, très fonctionnels. Là, on n'avait pas de problème avec ça. Camouflé à l'extérieur, camouflé à l'intérieur également. Ouais. C'est sûr que du côté de chez BMW, on a dévoilé la iX3, qui est le premier véhicule de la Neue Klasse. Après ça, la i3, qu'on a découvert aussi, mais qu'on n'a pas conduit. Puis là, maintenant, le X5 était dû pour une nouvelle génération. On est allé avec 5 modèles, là, littéralement, globalement, pour le X5. Modèle à essence hybride léger, modèle hybride enfichable, entièrement électrique, et à pile à combustible d'hydrogène qui va être plus tard pour d'autres marchés, etc., etc. Ouais, mais quand même, c'est la brochette de modèles qu'on a proposé pour cette génération-là. Le X5 est sur la plateforme Clar. Alors, quand on parle de plateforme, souvent, là, on peut ça peut être mêlant. Là, tu sais, une Euroclass. Le X5, c'est la plateforme Clar, mais avec tout ce qui est Neue Klasse, c'est-à-dire l'intérieur, les ordinateurs, toute l'architecture, même quitte la batterie, on va en parler tantôt, mais c'est une batterie similaire que dans le iX3. L'important, c'est que dans le catalogue X5, on a tous les véhicules, les 5 véhicules se ressemblent là à une petite portière pour remplir le carburant, volet de recharge prêt. Tu sais, quand on a regardé le véhicule complètement dénudé, là, juste le berceau, tous les points de suspension sont à la même place, que ce soit le véhicule électrique ou le véhicule à essence. Donc, BMW, on a essayé d'harmoniser ça le mieux possible et de faire le plus possible de modèles avec le même berceau. En étant capable d'adapter n'importe quel type de technologie. Jusque-là, ça leur a pas trop mal réussi avec les séries 5 et séries 7. Exactement, oui, parce que le look est pareil. Bon, il faut mentionner aussi que la plateforme a été modifiée pour l'empattement, etc., là, mais c'est essentiellement ça au côté architecture. On a conduit prototype du modèle à essence, le 40 X-Drive, qui n'a pas mécaniquement vraiment changé. Là, on a le 6 cylindres turbo-compressé avec le système hybride 48 volts. On a fait des améliorations au niveau du freinage régénératif, du logiciel, etc. Mais essentiellement, on va avoir le même véhicule, peut-être un petit peu plus de performance jusqu'à 400 chevaux ou juste en dessous de 400 chevaux, mais on n'a pas encore les données exactes là, des performances. Mais autrement, le 40 X-Drive, c'est à l'intérieur, c'était tout camouflé évidemment durant notre essai. On adopte tout l'intérieur du Neue Klasse qu'on voit dans le iX3, peut-être quelques petites commandes additionnelles, le grand écran panoramique ou la projection, devrais-je dire, panoramique, l'écran qui est incliné vers le conducteur dans la planche de bord. Puis côté de la conduite, ben c'est pas vraiment, tu sais, c'est pas un plus sportif là que le X5 sortant. C'est le même type de performance. Ça ressemble beaucoup au véhicule. C'est juste que la coquille va avoir changé essentiellement. Puis peut-être qu'on va avoir des meilleures données d'efficacité. Là. La ligne me semble beaucoup plus élancée. Là. On se rapproche de. Oui. Je veux pas dire d'une voiture familiale, mais c'est beaucoup moins camion que ce que le X5 nous a toujours proposé. Là, c'est du moins ma perception quand je regarde cette édition engine de poitrine que vous voyez à l'écran présentement. Ça ressemble. On se dirige plus dans une ligne qui, par exemple, me ferait penser à celle d'un Lucid Gravity. Beaucoup. À mi-chemin entre le VUS plus angulaire et la voiture familiale. Le look va être très similaire au iX3, mais c'est sûr qu'on va nous donner un coefficient d'aérodynamique là, qui va être amélioré parce que les codes de consommation vont être améliorés. Est-ce qu'on t'a mentionné si on avait toujours l'intention de le produire du côté de Spartanburg aux États-Unis? Parce qu'on sait qu'actuellement, BMW fait face à un gros défi de pouvoir vendre des véhicules au Canada qui sont sujets à des contre-tarifs. Oui. C'est là que je l'ai essayé à Spartanburg. Donc, évidemment, ces véhicules-là sortaient de l'usine. Donc, la réponse, elle était là. Pour qu'est-ce qui est du hybride enfichable, on va parler de la même motorisation, le même moteur entre la transmission et le moteur thermique, 400 volts. On va avoir une augmentation de l'autonomie
autonomie tout électrique. Là, selon les estimations européennes, c'est 102 km. Donc, on va se rapprocher peut-être du 80 du côté de l'EPA, mais ça va être quelque chose à tester. Ça commence à être vachement intéressant. C'est un véhicule, le PHEV, qui est pesant, évidemment. Quand c'est un véhicule qui est complexe. Il n'y a pas de petits rattle là, quand que le moteur thermique et le moteur électrique, il y a cette transition-là que je trouve qui a été meilleure. Mais quand même, la réponse à l'accélérateur, c'est difficile avec ce système-là. Et tu le sens, le poids en conduite? Oui, tu le sens. Parce que ce que tu me disais, justement, c'est que le iX3, lui, c'est impressionnant. On ne le sent pas tant que ça. Un peu comme avec la BMW i4, là. Ben, c'est comme quand j'ai rembarqué dans le iX5 60 xDrive maintenant pour le cas de l'utilitaire X5 entièrement électrique, c'est là que j'ai trouvé que avec ses 600 kilos de plus que le 40 xDrive, lui était vraiment là, on a mieux géré les masses sur l'électrique que sur l'hybride rechargeable. Quand tu gardes dans ta tête que c'est un électrique de 600 kilos de plus, je trouve que les 600 kilos de plus ne monteraient pas du côté du iX5. Écoute, le 40 xDrive, je trouve que c'est celui qui est le plus maniable, évidemment, parce que c'est le plus léger, puis c'est un X5, ça va très, très bien, puis on se sent à la maison là, dans ce véhicule-là. Mais je trouve que du côté du PHEV, c'est quand même un véhicule pesant, peut-être un petit peu moins sportif. Puis on se demande à quel prix ça va être vendu, puis aussi la pertinence de ce modèle-là quand tu as un véhicule comme le iX5 60 xDrive qui va avoir une autonomie d'à peu près 700 km, parce que du côté du iX3, on a à peu près 112 kWh de batterie, on va avoir 141 kWh de batterie. Donc, là, tu te poses la question réellement, là, est-ce que je veux le 80 km d'autonomie dans un char à gaz ou je vais prendre celui-là selon le prix? Je pense qu'il y a des gens qui sont loin d'être prêts à faire un passage à l'électrique et pour eux, ce genre de véhicule-là, c'est pratiquement la combinaison idéale. Ouais, donc, mais tu vois... c'est toujours un débat là-dedans. Non, c'est clair. Ça m'amène à parler du prochain véhicule que j'essaie cette semaine, qui est le RAV4 PHEV, la version GR Sport. C'est sûr que quand le RAV4 Prime est arrivé sur notre marché, et qu'il y avait 10 000 $ de subventions applicables sur ce modèle-là, tu faisais tes mathématiques, puis versus un RAV4 hybride, il revenait même un peu moins cher. Malgré le fait que tu avais un taux de financement un peu plus élevé, tout ça, tu te posais pas la question. Mais là, le RAV4 PHEV, hormis le fait qu'il y a 324 chevaux, puis c'est vrai que ça punch, mais qui a demandé 325 forces dans un VUS compact? Je sais pas, là. Mais on peut le faire. Hormis ce fait-là, je suis obligé de te dire que oui, tu sens le poids un peu plus parce que là, tu es rendu avec une batterie de 22,7 kWh, une autonomie d'à peu près 75 km, 89 dans le cas d'une version SE avec les plus petites roues, mais dans le cas de cette version GR Sport, c'est autour de ça, 75, là, si ma mémoire est bonne. Ce que j'ai fait, là, à peu près. Mais la vérité, c'est que quand tu calcules tout, disons une version XSE pour une version XSE, tu es presque à 7 000 $ d'écart entre les deux. Rajoute à ça le fait qu'il va falloir que tu t'achètes une borne de recharge, que tu la fasses installer à la maison, tu es facilement rendu à 9 000 $ d'écart. Comment est-ce que tu vas rentabiliser ce débourser supplémentaire, considérant que le véhicule roule à 5,5 litres à 6 litres au 100? Ouais. Ça consomme déjà pas grand-chose. Ouais, c'est déjà très efficace. Je me suis rendu hier à Québec avec le RAV4 PHEV. Évidemment, j'ai fait les premiers 70 km, grosso modo, en tout électrique. Après ça, le véhicule a roulé à une moyenne de 6 litres au 100 sur l'autoroute, ce qui veut dire que je suis arrivé là-bas puis j'étais encore à la moitié de la jauge à essence et plus. Puis rendu là-bas, il y avait une borne de niveau 2 avec laquelle je pouvais me recharger. Ça coûte 2 $ de l'heure te recharger sur la borne de niveau 2. Ça te prend à peu près 3h30 pour recharger la batterie au complet sur une borne de niveau 2 avec le RAV4 PHEV. Donc, ça coûte à peu près 7 $ recharger cette batterie-là sur une borne là-bas. Ouais. Combien est-ce que ça coûte en essence faire 70 km avec un véhicule qui roule à 5 litres et demi au 100? À peu près la même affaire. Donc, le gain, là, financier du moins, il n'est pas là. Puis même quand tu le recharges chez vous, tu te rends compte, OK, ça va te coûter
quelques dollars pour le recharger à la maison, alors que ça va t'en coûter un peu plus quand tu vas faire le plein. Ouais. Mais l'écart est symbolique entre le coût de recharge, parce que c'est pas un véhicule efficace sur le rendement énergétique en électrique. Ouais. Tu sais, un Tesla Model Y, ça roule. Il n'y a pas grand monde qui vont recharger un hybride rechargeable sur le circuit. Non, mais même à la électrique, maison, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, un Model Y, c'est 13-14 kWh par 100 km de moyenne. Ça, tu es à 20-21. Mhm. C'est pas, le rendement énergétique électrique est pas intéressant. Ouais. Puis le débourser supplémentaire pour y accéder est quand même assez dispendieux dans le contexte actuel. Puis encore, il y a 1 000 $ de subvention qui est encore applicable jusqu'au 31 décembre, qui sera plus là l'année prochaine. Fait que moi, ma conclusion, c'est, à moins que tu veuilles vraiment, vraiment de la puissance, ou à moins que tu veuilles mordicus avoir une autonomie électrique, mais tu sais, tu le feras pas pour le plan financier. Mais que tu fais juste des trajets, mettons, qui rentrent dans ton autonomie. Même à ça, tu fais ton commuting toute la semaine et puis tu sais, le week-end, même à tu ça, peux ça rouler. va te prendre 6-7 ans à rentabiliser. Puis je veux dire, l'hiver, là, tu vas faire 25-30 km puis l'essence va partir. Ouais. Tu sais, fait que L'hiver, tu ne réussiras jamais, à moins d'être super assidu, là, puis vraiment Non, tu rates analytique. pas une recharge, là. Puis Non, c'est ça. Ouais. Tu ne réussiras jamais à rentabiliser le déboursé supplémentaire d'un PHEV par rapport à une version hybride équivalente. Il n'y a pas de version hybride équivalente au GR Sport. Puis, je vais terminer avec ça. Là. La version GR Sport, ça te vend un look. Oui, tu as des belles roues. Oui, tu as le gros aileron en arrière. Mais est-ce que la conduite est sportive? La réponse, c'est non. Ouais. Ça reste un VUS compact. C'est vrai que c'est plus puissant. Ça a peut-être un petit peu plus d'agilité, mais pense pas que tu vas te sentir au volant d'une Porsche là-dedans. Là, on est loin de là. Puis si je peux me permettre en terminant, l'instrumentation, c'est un cauchemar. J'ai hâte au jour où Apple CarPlay va prendre en gestion l'instrumentation des véhicules Toyota. Parce que, tu sais, pour voir ton rendement énergétique, ta consommation de carburant, ton odomètre journalier, tout ça, c'est dans des écrans séparés. Tu ne peux pas tout avoir dans un seul et même environnement. C'est compliqué pour rien à réinitialiser. Tu sais, à toutes les fois en plus que j'embarquais dans le véhicule, il fallait que je réappareille mon téléphone pour l'Apple CarPlay. Il y a vraiment des trucs qui sont pas au point. Ça m'a déçu parce que Toyota, pourtant, d'habitude, c'est dans la pas simplicité. trop de problème. Même la finition, ça reste l'élément un peu décevant pour moi du RAV4. Bon, dans des GR Sport, dans des TRD, tout ça, c'est pas les TRD, mais les Woodland, c'est un peu moins pire. Mais quand tu prends une version LE ou XLE, ouais, c'est ordinaire pas mal. Fait que moi, je vous dirais, le RAV4, pour moi, restez dans l'hybride. Puis évidemment, pensez pas que c'est une version sportive. Il y a un rendement énergétique exceptionnel avec la version hybride, puis un comportement routier qui est très correct. Passez au PHEV, ça vaut pas mal moins la peine qu'avant. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne semaine à tous. Et puis, en ce qui me concerne, je prends une relâche pour l'été. Ouais. C'est toi, Louis-Philippe, qui va reprendre le flambeau et qui va animer ça cet été. Il va y avoir des actualités en masse quand même. Je suis pas inquiet. Fait qu'on va se retrouver quelque part vers la fin du mois d'août. Exact. Ça marche. Merci tout le monde. Au revoir. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.